Ok, lui, il est en train de démarrer. Donc là, je vais aller dans mon serveur quand il aura démarré. Ouais. Que ça soit toi pour se connecter, si. Faut juste que pour que quelqu'un se connecte sur ta machine, c'est ça? En fait, si, il faut juste avoir vérifié que tu aies le VNC serveur qui soit lancé. Oui, qui est déjà installé par défaut quand la config de base, si vous n'avez pas touché à la config d'installation par défaut, il installe et le viewer et le serveur. Hein? Ah non, si tu tapes tight, normalement tu dois trouver. Hein? Ouais, mais parce qu'il faut taper VNC tout court, il ne trouve pas dans l'index, il faut taper tight. Et donc là, bah, du coup, si tu as mis un mot de passe et que tu me donnes l'adresse IP, je pourrais me connecter sur ta machine. Ouais, donc il doit y avoir un. Ouais, vérifier les réglages. Il y a peut-être normalement, il y a quelques réglages, donc je sais pas pourquoi il s'est pas lancé. Mais du coup, pour le faire, il faut juste que tu aies du coup le serveur qui soit lancé, la partie serveur. Tu te connectes à partir de la machine physique. Tu avais bien mis la route l'autre jour ou pas? La route pour passer à travers la passerelle, ouais. Ouais, donc c'est pour ça que tu arrives pas. Parce que moi, en fait, du coup, je suis sur un autre réseau que vous. Donc, il faut que vous mettiez la route pour aller vers ce réseau. C'est dans le CMD directement. Tu te rappelles l'exercice où on avait ajouté les routes là sous Linux? Ouais. Route add-p. Et après la bonne syntaxe. Parce que du coup, c'est pour ça. Mais de toute façon, là, après le siège, je vous ferai tous passer sur ce réseau-là. Comme ça, on sera isolé. Si on a besoin de faire des trucs avec du bridge ou quoi, au moins, on sera pas dérangé par un autre. Non, le réseau vers lequel tu veux aller. Non, c'est de la classe combien? C'est quelle classe du coup là? Si j'ai pas précisé. 16. Classe B, puisque du coup j'ai pas précisé de CIDR. Donc c'est le masque naturel qui prend le dessus. Non, pas ici, sous Windows, c'est add route add-p le réseau, donc 172.16.0.0. Tu tapes masque, M-A-S-K. Parce que oui, si on tape pas masque Windows, je sais pas pourquoi il le connaît. Et après la passerelle. Enfin, après le masque, tu as mis le masque du coup. Et ensuite tu mets la passerelle. Ouais. Et donc ça veut dire, à ton avis, un peu comme sous Linux. Ouais. Et donc. Donc du coup là effectivement tu es obligé de redémarrer une nouvelle fenêtre en mode administrateur. Tu peux pas juste rajouter le sudo devant. Enfin, maintenant on peut avec Windows 11. Ouais. La version de Windows 11, si tu essayais de lancer une commande quand tu n'étais pas sur une fenêtre administrateur, tu peux rajouter le sudo devant pour qu'il le lance en tant qu'admin. Ouais. Non mais ouais, c'est ça. Mais là non, tu veux relancer dans une autre fenêtre. Si tu mets OK, bah normalement tu devrais pouvoir
T'as mis quoi comme adresse tout à l'heure pour te connecter? Ok, bah normalement c'est bon. Ça devrait être ça. Si maintenant tu as rajouté la route, si tu as rajouté la route, normalement il devrait pouvoir se connecter. Ouais. On va faire compliqué entre nous, c'est bon. De toute façon, c'est celui en mode lecture seule, donc c'est pas gênant. Ok. Ouais. On va retourner. Donc du coup là j'ai mon Windows. Je vais chercher mon Wireshark. Donc là, bon, j'attends qu'il le récupère. Mais oui, comme je disais, après le save, je vous ferai passer sur le réseau. Et du coup, comme faut passer sur un VLAN, c'est vous qui viendrez taper la commande pour switcher de VLAN. Directement physique et non plus là juste sur Packet Tracer. Hop. Donc là, bon, j'installe par défaut. Si on veut faire de la surveillance à distance de SSH par exemple, on pourrait cocher la case SSH dump. Mais par défaut, c'est pas obligatoire. On peut laisser tel que. Donc là, s'il n'est pas installé, vous installez le npcap. Et ça, l'USB pcap, c'est nécessaire si jamais vous utilisez un adaptateur USB vers Ethernet pour bien récupérer les informations. Donc là, bah, j'accepte la licence. Après, si sur la machine vous aviez déjà installé Nmap, normalement il le prend, le npcap était déjà installé. Je n'ai pas demandé de me le retélécharger. Pour le réseau que je vous ai demandé de rejoindre, sur lequel je suis maintenant. Oui. Pourquoi tu n'arrives pas à le scanner? Ah, non, t'as bien vérifié que tu avais bien la route? Bon, c'est bizarre. Non, je vérifie, mais normalement, je me suis bien mis en 16. Ah, moi, j'ai rêvé. Non, je suis bien en 16. T'avais pas de connecté? Ah, bah, moi, j'ai bloqué les pings dans PFSense. Parce que du coup, je passe par PFSense.
à te connecter. Ah, pourtant les autres, ils ont bien réussi. Ah. Fais voir la route que t'as. Parce que du coup, comme je passe à travers un PSN, c'est pour le faire. Donc voilà, j'ai les éléments. Du coup, je vais lancer maintenant sur celui-ci le Wireshark. Et j'avais dit à la base essayer de faire des paquets un nouveau fichier toutes les 5 minutes. Donc du coup, je vais dans les options de capture pour commencer, afin de régler justement ça. Donc dans la sortie, je lui dis, bon, normalement PCAP c'est plus courant. Et après, créer un nouveau fichier automatiquement. Après, ici, donc du coup, je choisis minutes et je mets 5. Et après, je précise à quel emplacement je veux mettre les fichiers. Et je lui redonne un nom. Donc là, je l'appelle capture. Et lui ira nommer en complément comme il y a besoin. Les options, il n'y a pas besoin. Sauf si on veut préciser, par exemple, qu'on veut arrêter au bout d'une heure. Donc ça veut dire que toutes les 5 minutes pendant une heure, il va continuer à faire des fichiers. Et après, il va s'arrêter. Mais là, ce n'était pas nécessaire. Ici, ce qu'on peut éventuellement, c'est résoudre les noms réseau. C'est-à-dire que là, du coup, il va essayer de récupérer les adresses IP, il va essayer de les transformer en vrai nom d'adresse. Ça peut faciliter pour savoir qui essaie de se connecter ou quel site essayait de se connecter pour le suivi. Donc effectivement, il n'est pas forcément mis par défaut, mais ça peut aider. Et ici, bah, du coup, après, une fois qu'on a choisi, eh ben, on fait un double clic sur l'Ethernet 0. Ici, on rajoute rien de particulier. Et donc bah, là, on voit qu'on a déjà des éléments qui passent alors qu'on n'a rien fait de particulier, on n'est même pas sur Internet. Il y a déjà des éléments. Après, ARP, c'est normal qu'ils en fassent régulièrement, puisque c'est ça qui permet de relier un peu les différents équipements réseau les uns aux autres par rapport à l'adresse MAC, par rapport à une adresse IP. Donc ça, c'est normal. Et on voit que le DNS aussi avait travaillé un peu. Et qu'ici, bah, il y a des éléments de Microsoft Azure qui se connectent pour essayer de vérifier des choses.
Hein? Le rouge? Bah après, faut voir ce qui est à côté du rouge, ce qui est indiqué. Ouais, ça, je connais pas le détail de tous les codes non plus. Donc là, c'est un échange, c'est un des éléments d'échange entre ta machine et le serveur ici de Microsoft Azure. Donc les couleurs, si, ça, il y a un élément, mais je les connais pas par cœur. Mais en tout cas, bon, là, on voit qu'il y a des éléments. Maintenant, je vais aller naviguer un petit peu sur Internet, sur faire bouger un peu des choses. Google. Test, voilà, je tape des trucs. Fais sur speed test. Donc normalement là, on a récupéré des éléments. Donc là, si vous voulez plus que ça défile automatiquement, vous mettez un petit coup de molette vers le haut et ça va friser et ça va figer l'affichage où vous êtes. Mais ça continue pendant ce temps-là quand même à récupérer des paquets. Donc là, bah, il récupère différents types de paquets et tout. Et j'avais demandé par exemple de faire un filtre pour n'afficher que ce qui était en HTTP. Donc le port 80. Donc là, il y a deux possibilités pour le faire. Soit le tcp.port égale 80. Donc là, ça veut dire qu'il va nous afficher que les trams qui ont le paquet 80 en TCP. Ouais, donc ça correspond au port HTTP. Et si on le fait, ben on le voit là qui fait le tri parmi les. Là, il y avait 15 169 paquets. Bah, du coup, là, il a fait le tri. Il n'y en a que 22 paquets qui ont du port 80. Donc là, on voit que c'est des centres, notre serveur et un élément de Microsoft Map Fastly. Donc il a un élément de carte, à mon avis, quand on a lancé Bing ou quoi, il devait y avoir une carte, si ça se trouve, qui s'est affichée quelque part. Voilà, là on a la carte, peut-être avec la météo qui s'était affichée. Ou un autre là, donc c'est possible que ça soit ça qui ait mis le lieu. Parce qu'il n'y a que vraiment que les échanges avec ce site map et tout qui était en 80. Si on voulait de l'UDP, on pourrait mettre un double pipe, donc Alt GR6, UDP.port égale 80. Donc là, on voit qu'on a 26, mais on n'a pas. Mais a priori, on n'a rien en UDP là, sur le port 80. Ce qui est normal, la majorité des demandes en port 80 sont des requêtes en TCP et non pas en UDP. Voilà, là c'était pour le port 80. Si une autre façon de le faire, vous pouvez taper aussi HTTP et entrer. Donc là, on n'aura même pas tout, il va filtrer encore un petit peu les éléments. Plutôt d'avoir vraiment tous les échanges qui passent en 80, il va vraiment récupérer que des éléments qui sont indiqués HTTP. Donc c'est quand même le port 80 et tout, mais il fait une petite différence entre les deux. Mais pareil, on peut remixer et faire avec le double pipe tcp.port
égal 80. Donc le égal, c'est strictement égal à 80. Normalement, si on met que 1, il peut aller chercher le 80-80 aussi. Non, d'ailleurs, il n'en veut même pas. Parce que des fois, le port 80-80 peut être utilisé aussi. Mais normalement, il ne va pas le chercher dans ce cas-là. Ouais. Là, du coup, tu étais déjà c'était le filtre par adresse IP, c'est ça? Donc oui, on va y venir après, mais ça c'est pas TCP port pour le filtre. C'est un autre nom. Hein? Ah, c'est parce que dans les options de la capture, t'as pas forcément coché d'activer la résolution des noms. Alors, capture, je vais l'arrêter. Alors, option. Donc ici, tu as fait résoudre les noms réseaux, c'est ça que tu avais coché ou pas? Et ça te donne pas les noms? Ouais. Ouais. Ton DNS, il fonctionne bien et tout? Ouais. Parce que là, c'est quoi? C'est comme adresse? Ah non, pourtant, c'est bien une adresse externe. Hein. Ouais. Non, c'est bien une adresse externe. Ouais, je sais pas, c'est le DNS qui a mal reconnu, qui n'a pas envie de faire son boulot. Après, est-ce que moi, il m'a automatiquement configuré quelque chose? Parce que ça, justement, pour le DNS, si vous avez un doute ou que vous voulez changer le DNS, vous pouvez aller dans Préférences, dans Éditer. Et là, dedans, dans les préférences, vous avez Name Résolution. Donc là, il faut vérifier au moins qu'il y ait le troisième, le Resolve Network IP Address minimum. C'est coché aussi. Alors du coup, essaie d'aller dans DNS Server, Éditer. Et ici, dans Rajouter, de mettre le 1.1.1.1 par exemple. Et éventuellement le 8 plus 8 plus 8 plus 8. Comme ça, normalement, ça va le forcer à utiliser cela. Et donc, si tu arrives bien à aller sur Internet, normalement, il devrait du coup résoudre les noms. En théorie. Oui, bah après, tu relances la capture et tu essaies d'aller sur Internet pour voir. De toute façon, là, on va passer au deuxième port, le port 443 pour l'HTTPS. Donc ici, TCP port égal 443. Et donc là, bah, si je vais un peu sur Internet, je clique sur des choses, histoire de générer un peu de trafic. Donc là, on voit qu'il a généré pas mal de 443. Et là, il m'a résolu des noms. Toi, il te les a résolus ce coup-là ou pas? Ouais. Là, tu as lancé la capture du coup. Et va sur Internet, naviguer sur quelques sites. Après, effectivement, tous les sites ne sont pas toujours. Parce que ici, j'en ai un. Ouais, essaye de faire le tri par les HTTP. Mais effectivement, des fois, les destinations peuvent ne pas être. Ou les sources peuvent ne pas être traduites. Ouais. Bon, bah, donc, c'est pas. Ouais, c'est parce que du coup, je sais pas pourquoi il avait pas réussi à récupérer les DNS de ta machine.
HTTP, donc du coup là tu as les ports en 80, mais essaye de mettre là comme j'ai mis le TCP.port égal 443. Là du coup pour n'avoir que le trafic en HTTPS qui est le plus nombreux d'ailleurs. Et puis là des fois on peut voir qu'il y a des trucs un peu bizarres parce que là du coup il y a ma source, mon serveur qui a été sur msh.net, des morceaux de msh.net, BT-loader d'un seul coup là, et je sais pas ce qu'il a fait Microsoft là, ce qu'il a vérifié, mais il lui a fait envoyer des choses. Le stack Taboola, ouais, donc ça en fait c'est à mon avis c'est toutes les pubs qui se trouvent sur le site et tout là qui ont répondu, hein, c'est ça. Et donc bah là on peut voir justement qu'il y a pas mal de choses qui se passent pendant que juste les pages sont en arrière-plan sans rien toucher. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Donc ça permet de filtrer. Après, si vous faites des réglages ou quoi, que vous avez changé le port d'un SSH, d'un truc comme ça, au moins ça vous permet de faire le tri et de voir si ce port-là est bien, si c'est bien le nouveau port que vous prenez en compte qui passe bien et qui est repéré. Donc ça peut vous permettre aussi de faire des vérifications de tests de configuration. Hein? Ouais, mais après le speed test, il est du coup beaucoup plus haut. Pareil, tu peux normalement avoir le. Ah, parce que du coup, il doit passer que en HTTP. C'est pour ça. Hmm. Bah, le site en lui-même, mais après ce que tu voyais en 80, c'était peut-être un sous-site de ça ou juste une pub qui était en 80 et pas. Parce que même si tu es sur une page en HTTPS, il peut y avoir des liens qui renvoient sur des trucs qui sont en HTTP derrière. Après, dans le codage de la page, ça ne veut pas dire que tout soit en HTTPS. Ouais, parce que du coup, s'il est bien marqué en 80, c'est qu'un élément de la page était en 80. Comme là, du coup, on a sur le site de Bing, on a l'affichage de la carte. À un moment, la carte, elle passe en port 80. Elle passe pas en 443. Alors qu'elle est bien à l'intérieur d'une page qui, elle, est en HTTPS. Donc, tout n'est pas forcément en HTTPS sur une page HTTPS. Là, on peut le voir du coup avec ça. Donc là, c'était pour le port 443, donc c'est vraiment pour faire le tri sur les éléments Internet, donc les bases. Après, si on veut, on peut taper TCP port 53, logiquement, on n'a pas grand-chose, puisque c'est le port 53, c'est lequel? Ouais. Donc le DNS est normalement majoritairement en UDP. Mais du coup, par contre, si on voit l'UDP, ben, on voit tous les échanges de DNS qui se font vers différents éléments. Par exemple, là, si je change, je ferme ça, je ferme ça. Je vais sur YouTube, logiquement, devrait y avoir pas mal d'éléments qui vont se ramener, vont faire des échanges. Là, on voit qu'il fait des échanges pour détecter YouTube. Au passage, il récupère des infos sur le Play Store, en gros, de Google, des statistiques au passage. Et donc, tous ces trucs-là que va filtrer en partie via ça, que va filtrer Pi-hole, par exemple, pour limiter les pubs qu'il pourrait y avoir, limiter certains trucs.
Ouais, en fait, du coup, bah, quand on tape YouTube, bah, il va chercher des éléments de Google Play. Là, du coup, bah, il y a le truc de consentement des cookies et tout. Hein? De quoi? Bah, parce que c'est YouTube, c'est Google, donc ils ont mis des éléments peut-être de liaison avec pour des trucs pour vérifier, peut-être t'envoyer certaines pubs en fonction de éventuellement qu'est-ce qu'il aurait repéré comme données liées au Play Store et tout. Si tu avais un compte, si par exemple tu es connecté à YouTube avec ton compte Google et que tu as un téléphone Android, bah, du coup il va avoir ton historique de ce que tu as été voir dans le Play Store. Donc du coup il peut essayer de t'envoyer des pubs liées à ce que tu as les pubs que tu as vues dans le Play Store, quoi. Hmm. Du navigateur? D'accord. Enfin, mais à mon avis, je pense qu'il doit s'en servir aussi pour le plus bol historique si tu es connecté. Et donc là, on voit qu'il y a déjà pas mal d'échanges. Et à mon avis, là, si on lance une vidéo, si je tape Wireshark par exemple, je peux prendre celle-ci. Et du coup, bah là, si on regarde le Wireshark, ah oui, il faut que j'enlève le 53 parce que. Et là, on voit du coup, là, tout ça, c'est les échanges de la vidéo qui passe, chaque trame de la vidéo qui passe. Donc là, c'est pour ça le nombre de paquets, là, s'affole. Puisque du coup, comme on est en train de lancer une vidéo, bah, il y a tous les échanges qui se font réellement pour chaque trame entre ton serveur et le serveur de Google. Donc c'est pour ça que s'il y a un endroit, soit sur ton réseau, soit sur le leur, qui a un petit ralentissement, c'est pour ça que des fois ta vidéo elle peut saccader et tout, ou elle peut passer à une résolution inférieure pour permettre le temps que le réseau absorbe toutes les demandes. Ouais, tout ça, c'est des trames, des requêtes que fait entre ta machine et la vidéo. Ouais, en fait, il voit ce qui passe, quoi. C'est pas vraiment on peut considérer que c'est de l'interception, mais parce que c'est des trames qui de toute façon passent de toute manière. C'est juste que ça permet de les voir. Hein? Du snooping, ça? Sniffing. Donc là, tu vois, du coup, on a accès à tous les éléments et après, bah, après, tu peux aller plus loin pour faire des filtres et tout, faire de l'analyser plus profondément, mais déjà, ça permet de voir potentiellement s'il n'y a pas des trucs qui passent sans que ça ait d'intérêt à passer ou autre, ou que de repérer des adresses un peu étranges qui seraient à bloquer. Peut-être sur les sites, ou même si du coup, si tu navigues pas spécialement, mais que tu lances un Wireshark et que tu vois que tu as des adresses quand même qui défilent, ouais. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est étrange. Enfin, sachant que ça dépend après si l'adresse source destination, c'est l'adresse de ta machine là, ou si c'est l'adresse d'une autre machine. Parce que c'est ça la différence entre le mode promiscuité ou pas. Promiscuité, il va voir les trames qui passent autour de ta carte réseau, pas forcément à travers ta carte réseau, qui utilise hmm, YouTube ou un autre service pour regarder des vidéos. Après, oui, tu récupères, si t'as pas l'impression que c'est quelqu'un qui devrait être là dans ton réseau, bah du coup, à ce moment-là, tu peux récupérer l'adresse MAC ici, là, directement dans le paquet, et tu le bloques au niveau de ta box ou de ton routeur en fonction de la topologie.
Et après, bah, du coup, la personne pourra plus utiliser ta box pour télécharger, quoi, ou ton réseau. Ouais, bah après, faut essayer de vérifier pour les personnes qui sont chez toi si le périphérique qu'ils utilisent aurait cette adresse MAC là, ou leur demander si c'est bien eux qui utilisent tel ou tel truc, quoi. Mais sinon, si as un doute, bah même sans poser la question, tu le bloques et puis après tu vois bien s'il y a quelqu'un qui râle. Bah non, elle aura plus accès à YouTube si tu le bloques parce qu'elle aura plus accès au réseau du tout. Bah, faut qu'il ait accès à la box ou faut qu'il ait accès à un routeur pour pouvoir faire le blocage. Sinon, ça serait trop facile. Mais quelqu'un de l'équipe IT, c'est un service IT et que tu lances Wireshark et que tu as accès au routeur par lesquels passent les gens, bah oui, tu es à mesure de bloquer n'importe laquelle des adresses qui passent. Du coup. Et donc là, bah, du coup, bah, ça s'affole. Et là, si je l'arrête, bah, du coup, on va voir les trams qui vont s'arrêter de bouger. Là, il n'y a plus les vidéos qui passent, donc du coup, bah, ça s'est calmé énormément le nombre de trams. Donc c'est pour ça qu'ici, en général, ils travaillent plutôt sur de l'UDP ou un protocole un peu. Enfin, non, ouais, d'ailleurs, c'est en UDP. L'heure à laquelle s'est passé le truc, si tu vas ici dans le User Data Dram Protocol ou dans le TCP en fonction, que tu. Non, c'est pas dans. Voilà, non, c'est timestamp. Non, ça c'est à l'intérieur du truc. Ouais, mais c'est peut-être parce que là c'est de l'UDP, c'est peut-être un peu moins précis du coup. Est-ce qu'il y a un autre datastamp? Et si je prends par exemple un TCP, si je prends le port 443 en TCP, dans le ouais, référence de colonne. Ah, UTC time, voilà. Voilà. Donc effectivement, voilà, si on change cette colonne là, on voit exactement l'heure à laquelle c'est passé jusqu'au limite millionième de seconde. Puisque tu es à midi 59, bon là c'est juste que là si, parce que là ce qu'il y a, c'est que là on s'est mis en UTC. Donc l'UTC par rapport c'est Londres, donc il y a une heure de décalage par rapport à ici. Après, on doit pouvoir le régler quelque part dans les préférences. Temps absolu, absolute date, delta time, destination, hardware. Ah, temps relatif peut-être. Ça doit se régler quelque part. Là, il y a le time format comme spécifié, mais ça doit se régler quelque part. Là, je l'ai pas. Mais du coup, oui, on peut avoir normalement, mais même dans le détail du paquet, logiquement, on peut avoir le détail de l'heure. C'est dans les paramètres, à mon avis, que ça se règle là. Bah, si tu vois que par exemple, tu sais un peu le nombre sur quelle adresse IP ton DHCP est censé donner des adresses,
et que tu connais tes adresses de serveurs, par exemple, donc tu connais ta topologie, si tu vois que tu as une machine qui est en dehors de la plage de DHCP, ça veut dire que normalement, il y a quelqu'un qui a essayé de passer une adresse IP en statique. Donc normalement, ils ne sont pas censés changer d'adresse IP pour la passer en statique, logiquement. Donc du coup, tu peux te dire c'est bizarre quand même que quelqu'un ait une adresse statique autre que tes serveurs et que les machines données par le DHCP, quoi. Donc là, dans ce cas-là, tu peux te dire c'est pas, tu demandes quand même à un de tes collègues pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire une maintenance ou quoi. Ça peut arriver. Il peut y avoir un gars qui est parti faire une maintenance pour régler un problème de réseau et du coup, il a besoin d'avoir une IP fixe pour résoudre le souci pour une raison ou pour une autre. Mais ça peut être ce genre de truc ou c'est genre si par exemple tu as une adresse IP qui demande pas mal de vidéos de YouTube, de Netflix, de trucs comme ça et tout, bah, alors tu es dans une entreprise ou quoi, normalement il n'y a pas forcément besoin que la personne regarde Netflix ou quoi. YouTube, ça peut dépendre de la profession, parce que des fois tu peux avoir besoin de chercher des tutos, de trucs comme ça ou quoi. Mais Netflix, non, c'est pas là que tu vas trouver des tutos pour faire ton boulot normalement, par exemple. Ou s'il y a pas mal de requêtes en Samba pour aller récupérer des choses sur un serveur et tout, mais que la source du serveur n'est pas quelque chose qui est sur ton réseau, du réseau de l'entreprise. Peut-être est-ce que c'est normal ou pas que la personne aille chercher des trucs pas mal sur des serveurs et du coup potentiellement occupe pas mal la bande passante. Donc peut-être que elle s'est connectée à un serveur de téléchargement qui est fait dans un échange Samba. Donc après peut-être que c'est véridique, hein, mais voilà, ça peut être des signes qui sont sur le réseau. Après, la promiscuité, à mon avis, je pense qu'elle a une limite quand même, mais je sais pas sa limite si c'est à travers un switch, à travers deux switches, si c'est tous les trucs jusqu'au routeur. Là, je sais pas exactement. Et par exemple, si c'est du SMB, tu as SMB, et il va te montrer les différents échanges avec le SMB. Mais là, tu vois, il n'y a pas grand-chose, c'est juste le navigateur. Là, par exemple, protocole browser, c'est qu'il a juste fait, dans le navigateur, il a fait une requête SMB pour voir les choses. Et surtout, si je me souviens bien, ouais, c'est le partage Windows, donc là, on n'a pas. Mais si du coup, si je me connecte ici à mon autre serveur Windows, et que normalement, et si je fais des échanges, on va le voir. Du coup, même après, est-ce que dans le réseau, il voit quoi? Rien parce qu'il n'avait pas activé. Ouais, il a tenté de connecter. Bah oui, du coup, comme là, a priori, il a fait une vérification d'une autre façon quand on s'est connecté. Et là, du coup, je sais pas s'il va nous trouver. Bon, Microtel, c'est lui-même, de toute façon, donc. Donc là, logiquement, je sais pas, il devrait pas apparaître. S'il a quand même essayé de négocier des éléments. Ah, par contre, ce qui est bizarre, c'est 20.10. Oui, non, 20.10, c'est lui. Par contre, il a essayé de communiquer avec le 25.1. Ça, je sais pas. Du coup, le 25.1, je sais pas d'où il sort. Non, non, ça peut être une adresse de NAT, mais non, 25, je sais pas pourquoi. Et voilà, du coup, on peut vraiment filtrer par protocole pour voir qu'est-ce qui est connecté, donc potentiellement en analysant, voir s'il n'y a pas des choses qui paraissent suspectes, et après se renseigner un peu, justement, de voir si ça semblerait normal ou si ça ne l'est pas. Donc c'est à ça que ça sert, et parce qu'après, du coup, bah, si tu as repéré une adresse
justement une adresse réseau qui semble étrange. On va essayer avec la 25 points. On va voir si elle apparaît dans d'autres requêtes. Donc dans ce cas-là, on fait ip.addr 192.68.25.1. Et là, on voit qu'elle apparaît dans plusieurs endroits avec du ping, de l'ICMP, différentes requêtes de négociation en SMB sur plusieurs protocoles. Donc là, tu peux te dire, tiens, peut-être un truc qui est bizarre en regardant les trucs là. Tu vois un peu un peu plus en détail ce qu'elle fait et tout. Donc pour voir si ça paraît normal ou pas. Hein? Lequel tu dis? Bah ça, setup, en gros, puisque c'est en SMB, donc c'est l'échange. Je pense que ça va être l'étape où il essaye de faire la connexion en SMB2 entre les deux machines, quoi. Oui, il y a ça, mais des fois, du coup, est-ce qu'il va prendre vraiment l'adresse IP ou est-ce qu'il... D'accord. Ok. D'accord. Et là, du coup, on voit le tri. Il a fait le tri par rapport à l'IP de destination. Et si on l'avait fait sur cette colonne-là, d'accord. Ok. Oui, ça, du coup, il applique automatiquement la commande de haut en fonction de là où tu as cliqué. Moi, j'avais mis IP ADDR. Du coup, IP ADDR, il va chercher dans la colonne destination et dans la colonne source. Alors que là, si on fait effectivement clic droit sur la colonne source, appliquer comme filtre sélectionné, là, du coup, il met IP.src et ensuite l'adresse IP de la source. Donc là, forcément, tu as beaucoup plus de... Il y a ça aussi. Donc après, bon, ça a s'entraîner et tout, mais voilà, il y a quand même quelques-unes à connaître. Si tu veux chercher un port, mais que tu le trouves pas là, par exemple, mais du coup, là, dans ce cas-là, tu es obligé de le taper en haut. Parce que le filtre, lui, il va le faire par rapport au port qu'il a trouvé actuellement. C'est ça. Mais c'est pour ça que je vous le montre quand même, pour vous essayer de toucher un peu pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne et les bases. Après, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin. Moi, je connais vraiment juste les bases comme ça. Effectivement, le filtre comme ça, je l'avais oublié. Il me semble que je l'avais effectivement déjà utilisé. Mais du coup, dans le document que je vous ai donné, vous avez quelques éléments qui permettent de créer des filtres par vous-même avec les commandes de début, sachant que du coup, quand vous tapez un début de commande ici, vous avez tout le reste des commandes possibles pour essayer de trouver. Donc bon, après oui, ça dépend ce que tu recherches. Normalement, le DNS est censé être à 53, mais si ton réseau a des éléments particuliers, tu peux avoir en théorie changé ton port 53 de DNS, mais de faire en sorte que ça marche. Donc effectivement, dans Wireshark, tu ne le verras pas forcément à 53, tu le verras au port personnalisé. Donc après, effectivement, ça dépend de ce qu'on veut. Et donc pour revenir au mode promiscuité, là on va faire un petit essai. Donc je vais être dans la capture, j'arrête celle-ci. Je vais dans les options. Donc là je vais faire arrêter la capture après 3 minutes. Comme ça automatiquement au bout de 3 minutes il coupera. Oui. Et là du coup je vais enlever le mode promiscuité sur celui-là.
Hein, si je remets pas de... Hop. Justement, c'est ce qu'on va voir. En fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que là, normalement, il ne va récupérer que les données qui va passer directement à travers la carte réseau. Alors que si on est en mode promiscuité, comme c'était coché de base, il chope des trames qui sont aux alentours. Donc là, c'est ce qu'on va voir. Donc continuer sans enregistrer. Donc bah, là, il récupère des éléments. Si je vais sur... Oui, au bout de 3 minutes. De toute façon, comme ça s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes. Hein? Oui, mais c'est le premier fichier que j'avais, la première capture que j'ai pas enregistré. Donc voilà, bon là j'ai navigué, donc on voit que j'ai des éléments d'internet et tout, j'arrête internet. Maintenant je vais sur mon Linux, je me connecte. Là je vais faire ping 8.8. Je vais faire ping 8.8.8.8. Donc là il ping, il n'y a pas de souci. Je vais faire un ping vers le 192.168.20.10 qui est mon serveur. Donc je vais avoir quelques pings. Si on retourne sur le serveur, si je ne me suis pas trompé, on devrait avoir l'ICMP. Voilà. Donc ça, c'est les quelques pings que j'ai fait à partir de mon Linux le 22 vers le 10. Mais on voit que le ping que j'ai fait avant vers Google, on voit qu'il apparaît pas. Oui, mais on va voir justement, on va revenir après en mode promiscuité. Oui, mais là, on est sur le même réseau déjà. Parce que j'ai décoché. Mais c'est justement pour montrer la différence entre les deux. Donc bon, là, je vais attendre 2 minutes qu'ils finissent de charger sans toucher plus que ça. Et on va voir que justement, avec le mode promiscuité, les pings que je vais faire sur le Linux, ils vont apparaître justement. Alors que je ne les vise pas vers lui, je vise sur Google. Donc si tu veux analyser quelque chose qui passe uniquement des trucs qui passent à travers ta carte réseau, pour limiter le nombre de paquets et de requêtes, dans ce cas-là, on décoche. Par contre, si tu veux analyser des trucs plus larges, qui passent à côté, qui se passent sur le réseau, du coup, tu mets mode promiscuité. Donc là, est-ce qu'il a fini ou pas? Non, bon. On va pas le laisser aller jusqu'au bout, c'est bon. Voilà, il a réussi à choper des trucs. Ah non, c'est bon, ça y est. Là, il a fini pour ce fichier-là. Donc, si on va voir le fichier, donc j'ai mis dans Documents. Là, il fait 9 mégas. Donc, il a déjà quand même récupéré pas mal de choses. Alors que le fichier, là, on a dit que c'était 3 minutes. Hein. Donc, c'est pour ça que ça peut vite aller. Une journée complète, tu peux être à plusieurs dizaines de gigas, le fichier. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est mieux de le décomposer en morceaux parce qu'après, quand tu vas vouloir l'analyser, il va avoir du mal. Parce que vu la taille de la liste, le temps qu'il fasse les filtres. Donc voilà, maintenant, je retourne dans les options. Je vais juste cocher la capture en plus. Voilà, il y a des choses qui passent. Je vais sur le Linux. Je vais pinguer vers le 888, donc vers Internet. Et si je retourne dessus, on voit les pings là qui passent, qui vont de DNS de Google vers le 22. Alors que nous, notre machine n'est pas le 22. Elle n'est pas concernée. Hein, oui, c'est 20.10. Donc on voit tout ce qui passe à côté.
Ouais, c'est ça Linux, et tu vois, il chopait quand même les trames qui étaient à partir du Linux. Donc c'est pour ça que ça dépend de ce que tu veux analyser. Si tu veux analyser un truc plus large sur le réseau, tu peux, tu mets le mode promiscuité. Si par contre tu veux vraiment vérifier des trucs qui passent à travers ta carte réseau directement, bah tu mets pas le mode proximité pour faire le tri plus facilement en fait. Parce que du coup normalement t'es pas censé avoir des destinations ou des sources qui sont ailleurs que ta machine. Mmh. Ouais. Enfin dans le promiscuité, tu as un peu tout ce qui se passe sur le réseau. Donc du coup tu peux savoir beaucoup plus de choses en fonction de si justement tu dois essayer de trouver un peu s'il n'y en a pas justement qui bouffent trop de bandes passantes ou quoi, ou un élément où il pourrait y avoir des problèmes de bandes passantes et tout, bah tu vas plutôt mettre en promiscuité pour essayer de voir s'il y en a beaucoup qui prennent de la bande passante. Après, ça dépend aussi qu'est-ce que tu as mis, parce que si tu as mis un élément comme Zabbix, qui a le retour de chaque machine avec les vitesses de téléchargement, les volumes de téléchargement et tout, bah, du coup là, si c'est juste ça, tu n'as même pas besoin de passer par le Wireshark. Tu peux le voir directement avec les graphiques. Mais par contre, le Wireshark va lui te permettre d'être plus précis, de voir quel genre de choses sont téléchargées. Peut-être que c'est peut-être un des trucs où c'est un éditeur vidéo qui a besoin de faire beaucoup d'échanges avec le serveur et tout pour travailler sur des fichiers de vidéo qui sont gros, des trucs comme ça. Bon, là, du coup, ça serait pas forcément anormal que lui utilise une bande passante plus importante que la moyenne. Mais si c'est juste un gars qui est censé faire de l'Excel ou du Word, ça peut être plus étrange. Et donc, du coup, bah, par rapport au site, théoriquement, tu peux le savoir. Après, du coup, je ne sais pas exactement si tu utilises des outils comme ça. Logiquement, normalement, il faut que ça soit plus ou moins signalé que le réseau est monitoré et que du coup, bah, ceux qui font le monitoring peuvent avoir accès à pas mal de choses qui passent à travers le réseau. Il faut le signaler. C'est comme un chauffeur livreur ou quoi. S'il y a un GPS dans son camion pour le localiser, bah, il est censé être au courant qu'il y en a un. Sinon, c'est la société n'a pas le droit de mettre un traceur sans avoir prévenu le chauffeur. Donc, ok, ça peut permettre de découvrir comme ça des problèmes, mais officiellement, normalement, ils n'ont pas censé avoir droit. Sauf s'ils ont sauf une demande express qu'ils ont fait la demande à la police ou un truc comme ça, parce qu'ils suspectent éventuellement des fraudes ou des trucs comme ça. Mais officiellement de lui-même, normalement, la société, sans en avertir l'employé, n'a pas le droit de le monitorer, enfin là en tout cas dans le cadre des camions, de mettre un traceur sans le signaler. Parce qu'après, sinon, c'est atteinte à liberté et tout. Hein? Oui. Bah, de toute façon, tu as bien vu déjà le Wireshark, on peut récupérer déjà, même sans qu'il y ait un truc installé sur la machine. Hmm. Ouais. Bah, si la localisation est activée et bloquée, ça doit être marqué que c'est traçable à tout moment par quelqu'un d'autre de la société ou d'une société extérieure. Oui, c'est pareil que les GPS de camions ou autres, hein, puisque de toute façon, il y a des GPS dans tous les, dans tous les téléphones. Donc, oui, aussi. Pour les camions, bah, si c'est des camions, bah, ça c'est un peu les deux. C'est la société aussi pour savoir déjà si c'est bien livré ou pas en cas de réclamation. Et après, effectivement, les assurances. Mais ça, les assurances, c'est plutôt sur des gros véhicules même maintenant. D'accord. Ah, pour l'instant, ce qui n'est pas encore obligatoire
mais qui pourrait le devenir pour les assurances ou quoi, c'est de mettre une dashcam. En France, ça l'est pas encore, mais dans pas mal de pays, du coup, ouais. Hmm. Hmm. Non, pas le CarPlay, les dashcams. De quoi? Non, non, pour voir devant, ça t'enregistre en fait ton trajet, comme ça, si jamais il y a un accident ou quoi, au moins ça peut permettre de dire si c'est. Ouais, Russie, États-Unis, mais beaucoup Russie, oui. Oui, qui voit l'intérieur. Hmm. Bah là, j'ai vu il y en a qui a testé un truc justement, c'est tu avais la dashcam qui montrait trois angles devant, derrière et l'intérieur de l'habitacle là, directement. Ouais. Hmm. Ouais, bah c'est pour ça que là-bas il y en a beaucoup du coup. Donc pour l'instant ça ne l'est pas, mais moi je trouve que ça serait pas forcément une mauvaise idée non plus. Donc moi je connais quelqu'un qui en avait mis une et tout, parce qu'il préférait avoir ça comme ça au moins en cas de problème. Voilà. Maintenant, du coup au moins si tout de suite tu as le truc, voilà tu sais tout de suite si t'es au tort ou quoi, ou si t'es pas au tort au moins tu peux le montrer. Normalement je crois que maintenant je pense qu'ils doivent le prendre en compte, mais c'est pas obligatoire encore dans la. Oula, il y avait encore un peu de café. Donc après, je sais pas si c'est le plus utilisé encore. Du coup, bah, je pense qu'il a fini mon fichier pendant ce temps-là. Non, il n'a pas fini. D'accord. Ah si, il a fini. Bon bah du coup là comme on n'avait pas beaucoup navigué, du coup bah il a pas chopé grand chose. Ah si, attends. Ah si si, pardon. Non. Ouais, 19. Si, mais ce qu'il y a, c'est que là, on a discuté, on a quasi pas navigué ou quoi, donc du coup, mais bon, voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, on voit les autres pings que ceux qui ont été faits par la machine. Là, par exemple, si on se mettait tous, si vous mettez tous à lancer le Wireshark sur la machine physique et que vous lanciez des pings chacun vers des sites différents, bah, normalement vous devriez les voir tous les pings qui passent sur la machine en question, quoi. De toutes les machines, logiquement. Oui, ou sur le réseau en bridge, par exemple. Mais après, la limite, la portée exacte de la promiscuité, là, je l'ai pas. Faudrait que je jette un œil. Je sais pas si elle s'arrête à un switch de distance ou est-ce qu'elle continue jusqu'au routeur, jusqu'à ce qu'il y ait un point qui le bloque. Parce qu'il y a forcément un moment où ça bloque, sinon quand vous activerez la mode promiscuité, on verrait toutes les trames d'internet. Là, du coup, le fichier va vite devenir gros. C'est ça. C'est ça. Ça va être le bordel après. Donc normalement, il y a forcément une portée à la promiscuité, mais je l'ai pas en tête là. Mais voilà, c'est de retenir quand même la différence entre les deux modes, quand c'est activé ou pas activé. Euh, alors, suite Wireshark distance. Euh, ok, ça c'est pour voir.
De bah, c'est si tu l'analyses sans permission. Mais si tu es dans une entreprise que et que dans le contrat, c'est précisé que les connexions et tout sont monitorées, bah voilà, tu as prévenu la personne, Wireshark, ça fait partie des outils de monitoring. Sans forcément citer tous les outils utilisés, au moins voilà, il sait qu'il y a du contrôle du réseau. Oui, mais je veux dire, si tu es dans une si toi tu es dans le service informatique, du coup, bah, on peut te demander potentiellement de monitorer tel ou tel poste parce qu'il y a des suspicions peut-être d'envoi vers un autre serveur ou des trucs comme ça. Mais au moins, l'employé, lui, il sait dans son contrat, il s'était marqué que le réseau était monitoré et tout par différents outils et que du coup, il pouvait y avoir des traces qui pouvaient se trouver, quoi. Non, en général, c'est plus d'essayer de trouver des problèmes, pas forcément fliquer. Ça peut servir. C'est pour ça que normalement, il est censé le prévenir l'employé que le réseau est monitoré. Hmm. Ah, là, officiellement, c'est pas, si tu te connectes et que la personne ne le sait pas, là, c'est dans ces cas-là que c'est illégal. Hmm. Ah, potentiellement, après, oui. Hein? Oui, déjà si tu as craqué son mot de passe, déjà, c'est illégal. Non. Mais du coup, déjà, t'es pas légal si tu l'as craqué. Oui, mais le pen testing, normalement, c'est pas fort. Oh, il y a un domaine strict et tout, quoi. C'est pas. illégal. Hmm. Donc, oui. Mais bon. Après, il y a normalement des cadres légaux et tout. C'est pour ça que je dis que normalement, dans un réseau d'entreprise, si effectivement le réseau est réellement monitoré comme ça par Wireshark ou d'autres outils, normalement, les employés sont censés être au courant. Après, bah, ils en font ce qu'ils veulent de cet avertissement, mais ils sont censés du coup être au courant. Sinon, c'est que la société est dans l'illégalité si elle prévient, si elle flique sans avoir dit que ça peut être filtré, quoi. Oui, mais bah, du coup, après, il y en a qui peuvent se servir de ça pour essayer de faire virer des gens. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, si du coup la personne porte plainte au prud'homme parce qu'elle s'est fait virer sur la foi d'un réseau qui a été monitoré sans qu'elle soit au courant, ben, du coup, ça peut se retourner contre l'entreprise. Du coup. Donc, hein? Bah non, enfin, sauf si l'entreprise t'a donné l'autorisation de le faire. Hmm. Hmm. Ouais. Après, si toi, tu es déjà dans l'entreprise, que tu préviens éventuellement que tu testes pour voir si les failles sont vraiment vulnérables et que tu arrives à le montrer que du coup c'est vulnérable, oui, là, t'es à l'intérieur de l'entreprise et tu le fais avec plus ou moins l'accord de l'entreprise. Mais par contre, si tu es toi de l'extérieur et que tu utilises cela pour rentrer dans l'entreprise en étant de l'extérieur, là, par contre, c'est pas légal. Hmm. Lequel sur le réseau hmm. Bah, faut que tu aies accès à ce réseau-là. Hein? Ouais, enfin,
Enfin, tu vois pas, non, je crois que tu peux aller plus loin que de voir les pings. Hein? De? Oui. Hmm. Ça peut servir à faire du monitoring, du coup, puisque c'est ça. Hmm. Ouais. Donc, effectivement, on s'en sert pour l'assistance, mais ça peut servir pour d'autres choses. Hein? Oui. Donc, non, il y a beaucoup d'outils qui permettent effectivement de faire de la surveillance. Donc, officiellement, logiquement, ça devrait être prévenu du coup que comme ça, au moins, s'il y en a un qui porte plainte pour ça, au moins, voilà, dans le contrat, c'est marqué, ben voilà, c'était marqué que c'était monitoré. Donc, en gros, à n'importe quel moment, on peut faire des vérifications. Si on a des soupçons de quelque chose, au moins, voilà, il peut rien dire après. Si c'est pas noté, potentiellement, ça peut aller au prud'homme. Ça va durer un moment, mais potentiellement, ça peut se retourner contre la. Hein? Bah, là, au prud'homme, ça amène pas forcément à la prison pour l'entreprise. En général, c'est plutôt des amendes, des trucs comme ça, où ils vont devoir repayer les salaires que la personne aurait dû toucher pendant X temps. Par contre, après, si c'est l'employé qui a transmis des données confidentielles de l'entreprise à un autre et que ça a été intercepté par Wireshark et tout, bon là, par contre, ça peut aller pour lui, potentiellement pour de la prison en fonction des éléments confidentiels qui ont été transmis. Oui. Mais c'est comme les camions qui ont un GPS. Si c'est des camions de l'entreprise, effectivement, les camions appartiennent, mais ils doivent quand même dire que les camions sont sous GPS pour les chauffeurs, quoi. Et que du coup, bah, l'entreprise a accès à tous les trajets, l'itinéraire des trajets et tout, pour voir du coup s'ils voient qu'il s'est arrêté pendant longtemps à un endroit, est-ce que c'est normal ou pas. Donc ils sont en droit à ce moment-là de demander pourquoi tu t'es arrêté tant de temps à un endroit, quoi. Après, ça peut être aussi parce qu'il y avait des travaux ou il y a eu des trucs sur la route. Oui, mais potentiellement, ça peut amener au flicage si effectivement tu as un employé 5 fois sur 7, il a beaucoup de retard ou il y a des problèmes de livraison, bah, du coup, le patron, sachant qu'il y a le GPS, il va aller regarder quand même les données du GPS déjà pour voir qu'est-ce que fait l'employé, quoi. Si c'était marqué dans le contrat et que l'employé savait qu'il y avait un GPS dans le camion, oui, l'entreprise a droit de collecter les données du GPS, bah, pour voir justement si le gars, potentiellement, il s'en sert pas pour faire d'autres choses que des livraisons, pour faire ses courses, déjà le week-end. Oui, mais normalement, c'est des GPS comme ça, tu peux pas les éteindre comme ça. Ils sont liés directement au moteur, ils sont cachés à un endroit dans le véhicule. C'est pas le petit GPS que tu mets sur le tableau de bord. Hein? Plus ou moins, enfin, je sais pas exactement par quel biais, mais enfin bon, ils récupèrent les données et les retransfèrent en temps réel à une société, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, je sais pas si c'est le cas de tous les camions, mais tous ceux regarde les livreurs d'Amazon et tout, en général, ils arrivent à te prévenir quand il est juste à côté. Donc ça veut dire qu'il a bien un GPS. La plupart des trucs de livraison, genre des livres et tout, bah, t'as la carte en temps réel sous. Hmm, du téléphone. Hmm, hmm, ouais. Mais en général, quand son point approche de chez toi, c'est précis, hein, en général. Hmm. Bon, après, peut-être qu'après, du coup, ils utilisent peut-être le téléphone de la personne avec l'application des Deliveroo. Non, mais bon,
à 5-10 mètres, en général, tu es quand même déjà assez précis. Donc s'il devait passer à un endroit, mais que du coup le GPS il montre qu'il était à 15 km de là, on peut dire tiens, il y a peut-être quelque chose de bizarre quand même. Donc non, après ça c'est des trucs effectivement dans les contrats à bien vérifier et tout, potentiellement, pour pas risquer de se faire avoir ou d'être en l'illégalité si c'est nous qui faisons les contrats. Donc effectivement, tout ce qui est surveillance, théoriquement, c'est censé rentrer dans le cadre du RGPD aussi, de qui a accès aux données en partie. Donc c'est des éléments qui sont un peu plus théoriques, un peu galères à gérer, mais qui peut changer pas mal la donne en fonction si c'est bien fait ou pas. Donc voilà, en tout cas, ça c'était pour la base de Wireshark. Pour du coup, là, comme ça, je vous ai montré, je vous ai laissé l'essayer un peu et tout. Donc après, bon, vous en serviez ou pas, c'est pas grave, mais au moins, voilà, c'est de savoir qu'il y a des outils qui existent pour analyser justement toutes les données réseau qui ont été récupérées par tel ou tel biais pour après analyser des problèmes ou repérer des soucis, voire améliorer le réseau si on voit qu'il y a des communications entre des machines et tout qui n'ont pas l'air de passer forcément ou qui ont des pings ou des données qui seraient perdues et tout, ben, du coup ça peut signaler qu'il y a un problème entre ces machines-là. Donc peut-être que c'est un des équipements par lequel passent ces machines-là qui est en train d'avoir des problèmes et peut-être il faut peut-être anticiper le truc et de le changer pour voir si c'est un routeur ou pas un routeur, un switch ou un truc comme ça et que bah, si ça se trouve c'est peut-être le switch qui déconne. Bah, du coup anticiper peut-être de le changer pour voir si ça améliore le trafic réseau et tout. Ou peut-être ça peut permettre de repérer qu'il y a dans le lot, il se trouve il y a un switch qui est beaucoup plus long que le reste et qui du coup fait point d'embouteillage et que du coup bah, les données mettent du temps à repartir, à rentrer et tout parce que il est en 100 mégas alors que tous les autres trucs sont en 1 giga. Bah, du coup ça peut faire un point de rétrécissement et du coup ça pose problème. Donc dans ce cas-là, bah, on le change et puis logiquement c'est censé améliorer les choses. Donc voilà, c'était ça, je voulais vous en parler parce que ça fait partie de l'outil qu'on doit vous montrer. Après, bah là, du coup, au moins, je vous les ai laissés l'utiliser un petit peu. Et au moins, voilà, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'il peut récupérer comme information et garder éventuellement en tête la différence entre le mode promiscuité ou pas. Euh... Hmm non, non, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Si t'as pas l'autorisation normalement en théorie d'utiliser le Wireshark sur le réseau sur un réseau public, normalement tu peux pas. Bah, potentiellement oui. Après ça dépend comment ils ont isolé les choses ou quoi. Mais officiellement, mais logiquement en théorie, si effectivement tu es connecté à un Wi-Fi public de la RATP et que tu utilises Wireshark, oui, tu pourrais pouvoir voir pas mal de choses logiquement. Hein? Normalement oui. Bah, ça dépend s'il y en a beaucoup qui sont connectés aussi à ce réseau-là, ça dépend. Donc, mais potentiellement, normalement, si tu n'as pas l'autorisation de travailler, de lancer des requêtes sur ce réseau-là, officiellement, normalement, c'est pas légal. Bon, après, je dis pas que ça serait forcément très visible ou pas, mais normalement, après, logiquement, officiellement, ça l'est pas. Hmm. Ça, c'est des logiciels que tu n'as pas le droit d'utiliser, c'est ça? Hmm. Hmm. Ouais, bah, c'est. Voilà, au moins, ça a été, c'est réglé, quoi.
Donc, enfin bon, normalement, faut l'utiliser dans des cadres logiquement précis et tout, dans le cadre de l'entreprise, en ayant prévenu que ça peut être surveillé, parce que tu peux même surveiller du Wi-Fi, tu peux surveiller des machines à distance par le SSH, tu peux capter par différents biais, hein. Ok. Donc ça, c'était pour le Wireshark. Après, de toute façon, si vous voulez d'autres informations, il y a pas mal de tutos sur YouTube et tout, sur Internet, pour montrer différentes possibilités qui est possible de faire avec. Là, on est resté sur les bases de filtrer par port, filtrer par adresse source. Après, les filtres, tu les adaptes comme tu le souhaites pour détecter ce que tu as besoin de faire. Ça, c'est pour le VNC. Donc après, après après, si tu cherches une recherche par le 5900, bah, ça va te permettre de voir qu'il y a une machine qui est connectée et qui a du VNC derrière. Donc, si tu veux tenter, tu peux après tenter de te connecter à cette machine-là en VNC aussi, potentiellement. Ouais. Normalement, oui, il va y avoir des requêtes en 5900, et donc normalement, il va le détecter automatiquement. Potentiellement, il peut le détecter ou pas automatiquement que c'est du VNC, mais sinon, il va voir au moins que ça passe par le port 5900. Dans les entêtes, qui va dire que ce port-là, par défaut, c'est du VNC. Oui. De toute façon, c'est simple. Logiquement, là, si je fais Wireshark, je lance sur ma machine physique, étant donné qu'il y en a qui sont connectés Normalement, je devrais voir des trames en 5900. Ouais. Donc là, si je vais sur l'Ethernet, pas forcément tout, parce que comme moi, je suis pas sur le même réseau, mais voilà, là ici, voilà, regardez. Ah, quelqu'un qui appuie sur le bouton. Donc là, VNC, il a repéré. Si c'était rentré dans un DNS, ouais. En tout cas, ici, par exemple, je vois que j'ai la 130. Si je fais un tri par le protocole VNC, donc appliqué comme filtre, sélectionné. Oui, donc là j'ai le 70, le 137, le 57, j'ai le 170, le 61. Donc normalement je vois vos machines. En tout cas, je vois des machines qui sont bien connectées. Ouais, bah là, je suis en train de faire un tri par IP. 20 points, ça c'est la mienne, hein. Ouais. 76, 20.1, tu dis? Oui, c'est là, voilà, elle est ici. Ouais. Et là, du coup, la 157, si je regarde ici, l'adresse Ethernet, parce que du coup, je passe par le Proxmox. Source, Steam, où est-ce que je trouve? Non, Stream. Stream. Bah, après, si t'as Steam de connecté, théoriquement, je verrai des requêtes. Je sais pas par quel port exactement il passe, mais normalement, lui, il arriverait, je pense, à identifier. Hein? Donc là, bah, ici, on voit que la source est bien 5900. En tout cas, là, je vois les différentes machines qui sont
connectée avec laquelle j'envoie des requêtes VNC. Non, enfin là, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas mal de paquets qui passent. Alors là, de toute façon, c'est simple, je peux faire IP point ADDR égal, donc 192.168.1.157, t'as dit? C'était la tienne? Alors, on va voir ce que je récupère. Ah. Elle a pas aimé. Ah, là, on est en interne pour une démonstration. C'est toi qui veux voir qu'est-ce que je vois. Donc, je refais IP.addr égal 192.168.1.157. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois du TCP. Donc là, on est que sur du VNC. Non, a priori, là, comme je suis à l'extérieur, je vois que le. Là, du coup, je pense que comme je passe à travers le routeur, ça bloque. Il n'y a que certains trucs. Je vois pas tout. Parce que je suis pas sur le même réseau. Non, mais là, c'est du coup, je ne savais pas exactement la limite. Mais je pense que du coup, ça doit bloquer au routeur. Ça doit être à l'intérieur, entre les routeurs, que le mode promiscuité marche. Oui. Mais par contre, là, comme tu es connecté directement à ma machine, je vois quand même les trames qui passent en échange direct avec ma machine. Oui, si je me connecte à ta machine en Samba, on va avoir les trames Samba et les connexions qui vont être les échanges avec ton fichier vers le Samba. Et comme là, effectivement, je suis pas dans le même. Par contre, après, quand on sera tous dans le même réseau que celui-là, potentiellement, là, je verrai. Oui, mais là, les limites, justement, a priori, c'est au niveau du routeur, parce que du coup, la trame, la promiscuité passe pas le routeur. Par contre, là celle-ci, les trames de VNC, on les voit, puisque on est connecté en direct, il y a quand même plus ou moins une espèce de tunnel entre les deux. C'est pour ça que je le vois. Oui. Donc, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des limites à la promiscuité, sinon tu verrais vraiment trop de paquets. Là, déjà, tu vois rien que les trucs de VNC, là, je suis déjà presque à 40 000 paquets. Hein. Alors que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à faire la recherche. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, VNC, c'est du streaming qui envoie plein d'images, en fait. Il prend des photos et il les envoie en rafale, en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, de l'utiliser en dehors d'un réseau local, ça peut diminuer la qualité de fonctionnement. Donc en général, le VNC, on l'utilise plutôt à partir du même réseau que de réseaux différents. Surtout, enfin, de réseaux qui passent par Internet. Parce que dans une autre société, tu peux avoir plusieurs réseaux avec les VLAN et tout, mais ça reste du réseau local. Donc du coup, la vitesse, elle est bonne, elle est à la vitesse du câblage, théoriquement, de l'entreprise. Mais quand tu passes par Internet, des fois, bah, la vitesse peut être réduite et tout, donc du coup, tu peux avoir des images envoyées qui vont pas se charger, et c'est pour ça que tu vas avoir des moments où ça va saccader, où tu auras des gros pixels et tout dans ton VNC, parce qu'il y a des images qui n'auront pas été chargées complètement. Comme des fois dans YouTube, ça arrive qu'il y ait des vidéos où tu as des gros pâtés parce que et la qualité elle est dégradée et tout parce qu'il y a des problèmes de signaux et de transfert. Si tu es en train de télécharger plusieurs trucs à la fois ou que plusieurs dans la maison sont en train de télécharger et que la bande passante est saturée, bah du coup, il y a des éléments ou des moments qui vont être dégradés. Donc du coup, là, on voit toutes les trames de VNC qui passent et je peux voir du coup toutes les machines qui sont connectées, quoi. Donc s'il y en avait qui sembleraient bizarres dans les adresses, ben, je pourrais dire, tiens, c'est bizarre que cette machine-là soit connectée et je pourrais essayer de faire un filtre du coup pour virer cette machine-là et qu'elle puisse plus se connecter. Du coup, là, je récupère
l'adresse là de. Après, ce qu'il y a, c'est que là, du coup, elle passe à travers le Proxmox serveur. Donc, du coup, là, l'adresse que j'ai, ça va être la. C'est le Proxmox. Donc, je suis pas sûr que je vais pouvoir totalement bloquer. Mais après, logiquement, je peux la retrouver si je vais dans pfSense. Je dois trouver des éléments qui vont passer. Alors, 192. Non. 172.16.0.2. Si je vais dans le diagnostic, table. Et ensuite, non, c'est pas table, si. One Network. Non, c'est plus ça. Comment je vois la table RP déjà ici? Ah, RP table. Tout simplement, c'est marqué dessus. Donc par ici, par exemple, là, tu vois, Ryan, là, tu vois, par exemple, j'ai la 157. Et du coup, j'ai ton adresse IP. Ton adresse MAC. Donc normalement, je peux la copier. Et ici, le filtrage, je le fais où dans celui-là? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Reload, statut. Ah si, je peux faire interface. Règles. Donc là, je peux faire un add. Je peux faire un bloc ou reject en TCP ou all. Source. Donc là, je mets adresse ou alias. Voilà, je peux directement mettre l'adresse IP. Hein? Source, c'est de quelle, quand ça vient de telle machine, ça va se retrouver bloqué vers n'importe quelle destination. Donc là, logiquement, ça devrait. Attends, je l'ai mis. Il est où? Normalement, quand à travers PSN, ça vient du WAN de cette adresse-là. Logiquement, maintenant, ça devrait plus passer. Hein? Non, c'est rouge. Donc, voilà. Il y a peut-être. Ce qu'il y a, c'est que la connexion, elle est déjà effectuée. Donc, du coup, il a pas forcément refermé la connexion. Essaye de te déconnecter, là, du VNC. Et essaye de te reconnecter pour voir. Mais du coup, bah, avec le routeur, bah, je peux retrouver les différentes adresses qui passent. Ça passe plus, c'est ça? Donc voilà. Donc c'est pour ça, comme ça, une fois que tu as l'adresse MAC et que tu as accès au routeur, bah, tu peux bloquer comme ça les gens directement avec le pare-feu. Là, j'ai directement via le pare-feu que j'ai bloqué. Et donc bah, là, après, si je la désactive, normalement, là, tu peux te reconnecter. Si tu réessayes le viewer. Donc le pare-feu peut aussi servir à faire du filtrage. Bon là du coup par rapport à une adresse IP, mais quand on a du coup la table ARP qui donne la liaison entre l'adresse MAC et l'adresse IP. Bon, par contre effectivement, là de filtrer par l'adresse IP, c'est bien, mais si tu changes d'adresse IP, bah du coup la règle elle sera plus valide. Et elle va s'appliquer du coup potentiellement à une autre personne qui a récupéré l'adresse 157. Là avec le blocage par le pare-feu, là oui. Mais normalement, je pense qu'on doit pouvoir faire du filtrage Mac. Oui, mais là, j'ai un petit trou pour le. Là, ça aurait pas changé. J'ai juste un trou, routage. Ça peut, mais c'est pas. C'est un peu plus chiant.
que juste l'adresse IP. C'est pas forcément le plus simple, mais modifier les requêtes, ouais, c'est stylé. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire, si je suis bloqué sur un site avec un Mac, sur le Mac, je suis débloqué. En théorie, c'est pour ça que si tu peux bloquer ton IP, tu prends un VPN. Ouais. Après, c'est. Oui, bah après, moi, c'est. Moi bah, c'est comme ça que mon téléphone là que j'ai changé, j'ai obtenu 100 € de moins parce que du coup Snapchat il marche pas. Ouais, bah parce que la personne a créé trop de comptes et il s'est fait bannir le téléphone de Snapchat. Ouais. Là j'ai essayé pour voir quand même et il dit non. Apparemment, faut pas se connecter avec le téléphone, pas essayer de se connecter avec le téléphone pendant au moins 8 mois ou 10 mois, peut-être pour débloquer. Bon, je m'en fous, moi je m'en sers pas donc. Bah là, je suis pas sûr. Non, parce que je crois que c'est là, je crois qu'ils récupèrent le téléphone et quand ils récupèrent le téléphone, ils enregistrent l'adresse email, je crois, un truc comme ça. Donc, faudrait arriver à changer l'adresse email du téléphone. Non, du téléphone, c'est le téléphone physiquement. Tu peux te connecter à Snapchat sur un autre téléphone, ça va marcher, mais c'est le téléphone directement qui est banni. Bah, je sais pas exactement s'ils utilisent l'adresse Mac ou l'adresse email du téléphone. Hein? Ouais. Oui, enfin, j'ai pas dit, oui, je dis email, mais j'ai pas dit email non plus. J'ai dit email. Mais bon, IMEI, oui, si vous préférez IMEI. Donc je sais pas s'ils servent du Mac ou de l'adresse, mais bon, c'est pas grave. Moi, du coup, j'ai pu obtenir une réduction de 100 € sur mon téléphone, donc du coup. Bah, après, l'email, je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Donc, je pense que le gars, du coup, il l'a revendu. Mais bon, je crois qu'il. Mais après, le Snapchat, il doit bloquer pareil, que ça soit de l'iPhone ou d'Android, hein, quand tu as fait trop de comptes. Mais c'est peut-être plus simple et peut-être à contourner. Ouais, mais je crois qu'il faut déjà avoir créé pas mal de comptes aussi. Ouais, c'est par photo et tout. J'avais un compte, mais j'ai testé rapidement il y a longtemps. Je suis pas l'expert en réseaux sociaux, donc. Mais étant donné que du coup, je pouvais pour le même prix, j'avais un iPhone 12 sinon. Donc autant prendre le 14, hein. Du coup. Donc voilà. Donc c'était pour le Wireshark là. Donc bon, on va faire la pause.